des souffrances qui évidemment demandent en face un vis-à-vis compétent, formé, quasi professionnel, etc. Mais j'imagine que beaucoup de gens, face à une question comment accompagner les gens en souffrance dans les familles, on est devant des situations plus, à la fois aussi souffrance, mais plus simple, quoi. Un ado qui va mal. Un ado qui va mal, quelqu'un qui est dans une famille, il y a eu un deuil. Sortir de la souffrance n'est pas une chose aisée. Encore plus que pour les hommes, c'est pas aisé. Mais l'avantage que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Alors, comment aider les uns et les autres à sortir des souffrances? Il y a des souffrances intérieures, des blessures, des choses que des personnes peuvent rencontrer dans la vie. Comment sortir de ces souffrances? Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance? Pourquoi je vous pose la question? J'ai pensé notamment aux maladies psy ou les souffrances physiques. J'ai beaucoup de familles qui me posent la question, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les limites? Quels sont les cadres à poser? Est-ce que des fois on ne donne pas trop? Est-ce que des fois on n'oublie pas? Est-ce que des fois c'est juste par rapport aux autres personnes de la famille, etc. Donc voilà, comment on fait pour accompagner des personnes en souffrance? Vous avez 10 minutes. Top chrono. Ça y est. Attention, on y va. C'est bon. Comment on fait? Moi, pour commencer, je vais commencer comme ça. Je vais faire, j'allais dire, le côté plus facile. Alors déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des personnes en souffrance? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et la première des choses, c'est écouter. Je dirais qu'elles ont souvent besoin juste d'exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Et elles ont peu d'écoute. Ouais. Donc, si déjà on peut les écouter, c'est déjà un grand pas. Je passe la parole à d'autres. C'est pas gentil de ta part de m'avoir fauché la J'en étais ligne dans mon sûre. téléphone. J'en étais J'ai sûre. marqué premier point, écoutez. Tu crois qu'elle l'avait pas lu? Elle l'a vu, sur ton d'accord, elle a téléphone. copié. Non, c'est quand même pas ça. Moi, vas-y, Claude. Vas-y. Oh, mais à trop Comme de ça, je lui politesse, pique son Deuxième idée. Deuxième idée, c'est quoi? Mais moi, je vois Jésus on dit souvent qu'il était ému de compassion. Ouais. Et je pense que c'est même si ça répond pas à tout, beaucoup de compassion, parce qu'il y a aussi évidemment près du savoir-faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si déjà au départ il n'y a pas la compassion, j'ai peur qu'on n'aille pas trop loin. Quand même, la compassion et l'amour, on dit des fois font des miracles. Hein. Évidemment, ça n'empêche pas de devoir des fois aborder les autres choses autrement, les réfléchir et puis se former même, etc. Ouais. Quoi. Mais en tout cas, je crois que C'est une bonne base. je crois que ça me paraît quand même indispensable. Ouais, Claude? Je pense que d'abord, comme tu disais, la compassion, c'est à la fois une attitude du cœur. On a compassion. Maintenant, j'ai déjà accompagné des gens en souffrance. Et même quand on les écoute pendant longtemps, et certains, j'ai d'excellents souvenirs d'une personne que j'ai visitée souvent, écoutée longtemps, eu de la compassion, mais quand même ce sentiment désagréable à la fin que finalement les progrès de la personne en question dans un cadre de psychiatrie, etc., n'étaient pas très concluants, quoi. Où j'avais l'impression de me dire, mais est-ce que j'ai fait du bien à la personne? Quel est le retour sur investissement que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire comme j'ai fait? Avec des fois ce sentiment, en tant que pasteur, je parle maintenant, l'idée que il me manquait des billes. C'est-à-dire, oui, j'ai la compassion, oui, je donne du temps, mais quand même, au bout d'un moment, il y a besoin d'avoir des compétences. Surtout si on parle de psychiatrie. Des compétences que je n'ai pas, et que je ne suis pas psychiatre ou neuropsychiatre, et qui font que tout à coup, on risque de tourner en rond. Oui, mais tu vois, la famille. Moi, je pense plus aux familles, par exemple, qui vont nous demander, mais comment on fait? Quelqu'un qui traverse un deuil, des gens qui sont dans un... Ouais, alors la psychiatrie, c'est vrai que c'est très particulier, et peut-être de fait, du coup, moi, on me demande souvent, tiens, que t'as pas des conseils pour accompagner quelqu'un toi qui étais dedans, qu'est-ce que tu avais besoin à ce moment-là? Je me suis juste noté une petite citation pour nous aider, je la trouvais très très belle. C'est Eugène Guy Veuillic qui disait « On t'accompagnera si tu trouves un chemin ».
Et je crois que dans la notion d'accompagnement, il y a aussi cette capacité à dire que je vais pas te tirer quelque part. Je vais marcher avec toi. Et je pense notamment, par exemple, aux personnes qui sont en dépression. La dépression, où on peut parler du burn-out, des choses comme ça, où c'est juste la personne avec elle-même, sa situation à elle, et les personnes qui sont là, nous, on marche avec toi. Mais c'est surtout pas essayer de la tirer quelque part tant qu'elle n'est pas en train de marcher. Et surtout, n'est pas garant du résultat de la personne. Oui. Hein. Ça, c'est très vraiment important. Le résultat appartient à Dieu, j'allais dire. Et puis nous, on est là pour accompagner, effectivement, si le chemin commence à être pris. Alors, j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais comme tu abordes le sujet du burn-out, de la dépression, j'ai fait un burn-out accompagné d'une dépression réactionnelle. C'est-à-dire mon corps réagit sans que je veuille être dépressif ou je n'ai jamais voulu l'être, mais en tout cas sans l'avoir été autrement que par le fait d'avoir exagéré dans l'activité. J'ai été accompagné par des gens que j'aime beaucoup, notamment ton papa qui m'a visité de temps en temps. J'étais content aussi qu'il ne me visite pas trop. Voilà, parce que finalement, il représentait aussi quelque part, entre guillemets, mon chef. Le besoin d'avoir une distance avec mon environnement professionnel était important. Que je garde le contact, certes, mais que j'ai une distance, en tout cas à l'époque, d'une partie de ce qui pouvait être générateur de mon stress. Maintenant, je dois avouer quand même que je suis d'accord avec toi sur la question si on ne veut pas s'en sortir, on a beau tirer, ça ne servira à rien du tout. Donc, mais par contre, si on veut s'en sortir, à un moment donné, j'ai quand même été accompagné par des professionnels. J'ai fait appel à des pros, notamment des gens qui sont formés pour accompagner des gens qui ont fait des burn-out, qui sont en dépression, etc. Et qui m'ont, avec quelques éléments simples, mais expliqué où j'en étais dans mon cursus, pourquoi j'en étais là, et quel était le temps et les moyens qu'il fallait pour s'en sortir. Ouais. Alors, notamment pour devenir résilient. Alors, ils avaient comme ça des... La résilience, c'est la capacité à rebondir. Rebondir, voilà, à ressauter, résiliare, ressauter. Rebondir, tout à fait. Et je dois avouer que c'était fin, c'était pertinent, c'était des accompagnements, je dirais, avec guidé, c'est-à-dire il y avait derrière cette personne, derrière ce coach, elle avait une ligne de conduite. Alors elle savait me faire parler aussi, elle savait m'écouter, elle savait me faire parler, et après on a posé un diagnostic avec des outils qui avaient été développés. Et du coup, évidemment, ça fait miroir. Il y a des choses que j'ai aimées, plutôt que j'ai pas aimé du tout, qu'elle m'a dit, et il y a des choses que je me suis dit, maintenant, t'as pas d'autre choix que de dire, si tu veux t'en sortir, il va falloir passer par là. Et pour moi, 2-3 éléments qui m'ont aidé à rebondir, c'est par exemple d'apprendre à dire non. Ça a été compliqué. Pour diverses raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, savoir dire non et savoir le dire de manière aimable, agréable, sans renvoyer les gens dans leur 16 mètres. Mais aussi, ça, par exemple, elle m'a dit, à l'autre côté, vous devez faire quelque chose, c'est au niveau de votre corps. Vous devez maintenant prendre le temps de dormir, de vous reposer. Vous devez prendre le temps de vous activer physiquement, c'est ce que j'ai fait. Faire du sport, alors je ne suis pas devenu un gros sportif non plus pour autant, mais enfin j'ai repris des choses en main qui ont fait que finalement, avec du temps, avec du repos, beaucoup de repos, et avec de l'écoute, j'ai pu repartir et finalement reconnecter avec la vie, y compris avec ton papa, etc. Enfin, reconnecter avec le monde de mon activité entre guillemets professionnelle, mais avec une nouvelle clarté de qui j'étais, quelles sont mes limites, dans quel parcours de vie, dans quelle étape de vie je suis, et finalement, si maintenant j'étais face à quelqu'un qui faisait un burn-out, je ne suis pas sûr que moi, compte tenu de ce que je ne sais pas, de mon ignorance sur la maladie, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à aller beaucoup plus loin que juste de poser une oreille attentive qui n'est pas négligeable, qui est sûrement essentielle. Mais pour moi, comment accompagner quelqu'un, c'est être en mesure de dire aussi, il n'y a pas tous les aspects que je peux couvrir.
Il faut que tu ailles voir un professionnel, mais il n'empêche que le contexte autour, dans le cadre d'une famille, moi c'est souvent ce que je vais leur dire, veillez à ce qu'il soit entouré par un psy, s'il a envie de parler avec moi en tant que pasteur, c'est le bienvenu, mais vous avez la part de la famille qui est une certaine part, mais c'est un périmètre en fait autour, je trouve. Et je pense comment bien accompagner, c'est accepter qu'on ne peut pas tout gérer, déjà dans une première... Oui, pardon. Oui, il y a aussi un autre aspect auquel peut-être on n'y pense pas, c'est aider concrètement, par exemple, une famille qui passe par un temps difficile, ça va peut-être lui préparer des repas. Ouais. Ça va être peut-être garder les enfants pendant un temps, ça va être donc des choses pratiques qui vont vraiment soulager des bien-aimés qui vont mal et qui seront reconnaissants aussi par rapport à ça. C'est très juste, c'est juste. Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, évidemment, il y a des côtés, comme Claude disait, il y a des côtés, des souffrances qui évidemment demandent en face un vis-à-vis compétent, formé, quasi professionnel, etc. Mais j'imagine que beaucoup de gens, face à une question comment accompagner les gens en souffrance dans les familles, on est devant des situations plus, à la fois aussi souffrance, mais plus simple, quoi. Quelqu'un un ado qui va mal. Un ado qui va mal, quelqu'un qui est dans une famille, il y a eu un deuil, un jeune homme, une jeune fille qui est dont les fiançailles viennent d'être rompues, ou qui tombe malade, quelqu'un qui apprend que voilà, il a un cancer, ou quelqu'un qui a 50 ans, il s'est fait virer de son boulot. Tout le monde lui dit, écoute, tu retrouveras rien. Enfin voilà, des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément un danger de mort. C'est pas psychiatrique. C'est pas. Et comment on aide ces gens-là? Parce que moi, ce qui me semble difficile, c'est quand l'accompagnement s'inscrit dans la durée, quoi. Avoir écouté un jour quelqu'un dans un bureau et avoir beaucoup de compassion, c'est pas le plus difficile. Mais vivre avec quelqu'un qui est en souffrance et avoir de la compassion tous les jours. Nous, on n'est pas. Le Seigneur dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais oui, mais enfin, mais les nôtres trouvent quelquefois rapidement des petites limites, leurs frontières. Puis, mais c'est juste. Moi, c'est à ça que j'imagine la que durée est très très. C'est là-dedans que j'imagine que beaucoup de gens se disent voilà comment on fait, quoi. Et même, tu vois, avec la citation que je disais, si tu trouves ta route, on t'accompagnera. Je donnais l'exemple de la dépression, où quelqu'un qui, pour moi, le plus grand défi de la dépression, c'est l'installation dans la maladie. Quand la maladie pose ses valises et que tu ne vis plus qu'au travers de la dépression. C'est pour accompagner beaucoup de personnes souffrant de dépression, c'est le plus grand défi. Et là, il y a la famille qui est avec, par exemple. Oui. C'est dans le cadre de la famille, c'est le père ou c'est la mère ou c'est un des enfants. Comment on fait quand on voit qu'il est installé dedans, mais en même temps il faut l'accompagner parce qu'il vit avec à la maison, on peut pas dire comme si de rien n'était. C'est là toute je comprends la complexité de dire on a besoin de compassion et en même temps, et moi je le dis quand même, on a besoin de poser des cadres. Mais oui. C'est-à-dire que moi je vais le dire comme ça. Dans ces troubles-là, c'est comme les moments où ça a besoin de sortir, c'est comme des mini-bombes qui doivent exploser. Le but du jeu, c'est qu'elles explosent sous une cloche sécurisée. Donc, qu'elles explosent, on ne va pas toujours l'éviter, et il faut l'accepter, mais il faut que ça soit dans un cadre sécurisé. Et c'est de poser certaines limites. Par exemple, moi, je sais que certaines personnes que j'accompagne, ce chantage-là, elles ne peuvent pas me le faire. Parce que si elles me le font, alors là, c'est fini. Moi, je te contacte plus, c'est fini. Parce que je tombe pas dans ce jeu-là. Oui. Alors après, je suis d'accord avec toi, et en même temps, il y a des endroits où je dis... Enfin, deux choses. La première, ça concerne, comme tu disais, la famille. C'est-à-dire, si quelqu'un est affecté par une maladie, ou comme tu l'as, la dépression ou autre, ou par exemple l'alcoolisme, c'est tout le monde qui souffre. C'est pas juste la personne qui souffre de l'alcoolisme, c'est tout le monde qui souffre. Et l'accompagnement des personnes autour aussi importante. Et là, je reviens à la question de cadre. Et tu as raison, en parlant de la fameuse cloche qui permet d'avoir une explosion, mais sécurisée.
j'ai un ami qui travaillait pour la Croix-Bleue en Suisse et on a parlé justement, parce qu'il était lui aussi accompagné des gens et des fois posait la question, mais jusqu'où je dois l'accompagner, etc. Il me disait, mais dans la Croix-Bleue, ils accompagnent aussi les familles. Alors, pas que la Croix-Bleue, mais en tout cas dans cet endroit-là, les familles, les alcooliques. Et la première chose qu'ils leur disent, c'est un truc qui est difficile à entendre, mais qui est salvateur, c'est de dire ne pas aider, c'est aussi aider. C'est-à-dire que le conjoint ou l'enfant qui trouve son papa en train de boire et de cacher les bouteilles, justement, l'enfant ou les gens autour ont envie de cacher les bouteilles, de les enlever, de lui restreindre l'accès. Mais plus on restreint l'accès, plus il va trouver des moyens de cacher l'accès. Il va mettre de l'alcool dans un flacon de parfum, et puis voilà. Et puis toi, tu crois qu'il se parfume, mais non, il se ça la bouche quand même. Non mais c'est incroyable. Et du coup il dit mais pourquoi? Il dit mais quand on le lâche, tout à coup, la personne en face doit faire face à elle-même. Est-ce que je veux m'en sortir ou est-ce que je veux continuer à me dégrader? Et j'ai trouvé cette phrase-là extrêmement pertinente parce que finalement, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a une partie de cela. Je veux dire, quand on regarde la Bible, il y a quand même des endroits qui sont un Bartimée qui a crié à Dieu. Il aurait pu ne pas crier. Ouais. Puis rester dans son état de malade qui fait l'aumône. Tu vois, je pense des fois le défi, c'est de ne pas sombrer avec. Parce que la souffrance, elle te tire. Il y a une statistique qui fait peur, mais qui est là, c'est 50% des personnes dépressives qui sont mariées. L'autre, le conjoint ou la conjointe a 50% de chances de tomber une il finit par le devenir. Mais c'est extrême, c'est usant. C'est usant. D'où la question du temps, etc. C'est ça. Moi, je vais souvent dire, mais il faut ça va paraître horrible ce que je vais dire. Je le dis des fois à des mamans pour leurs enfants. Je dis, mais il faut que tu prennes du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu prennes de la distance avec ton enfant. Il faut peut-être même le placer, etc. Parce que sinon, tu vas sombrer avec. Et si tu plonges avec, ça l'aidera pas non plus. Ben non, après, il y en a deux. Si quelqu'un est au fond d'un trou, si on tombe avec lui au fond, on est au fond, c'est tout. Donc, comment on fait pour... peut-être on va terminer ce sujet sur ça, et ensuite sur cette question, et ensuite on va passer à l'invité du jour. Mais comment on fait pour peut-être quelques conseils pour prendre du recul? C'est dur, honnêtement, en théorie, ça va marcher, mais quand tu marches, ça te prend la tête encore. Moi, je pense qu'il faut être conscient. Il faut être conscient de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas, et puis ne pas croire ne jamais imaginer qu'on est le sauveur. On n'est pas le sauveur de quelqu'un, quoi. On n'est pas le sauveur. Il faut laisser aux gens leur part de responsabilité, même si des fois elle est toute petite, parce que des fois. Des fois, on peut rien faire. Quand les amis de Job sont venus voir Job, ils ont d'abord été excellents. Ils sont restés 8 jours à côté. Ils ont rien dit. S'ils étaient partis à ce moment-là, Job aurait dit: j'ai des amis formidables. Ils sont vraiment extraordinaires. Je suis content d'avoir des amis comme ça. Bon, le 8e jour, ils ont ouvert la bouche. Ils ont gâché le bon effet qu'ils avaient fait auparavant. Mais des fois admettre qu'on peut rien faire. Ouais. Le gars qui a 25 ans, il a un copain qui a le même âge que lui. Lui, il a bien réussi, il a réussi son diplôme, il a un boulot formidable. Et l'autre traîne de demande d'emploi, de CV en CV, il trouve rien. Il vit avec rien, des clopinettes, et il est de plus en plus souffrant. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste l'encourager. Tu peux pas régler sa situation. Et en même temps, il faut accepter de rester avec parce qu'il faut l'aider. Mais c'est fatigant, c'est usant. Et puis c'est des fois un peu culpabilisant. Faut être renouvelé par le Seigneur et ne pas aller plus loin que ce qu'on peut. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes sortes d'éléments d'information auxquels on a accès beaucoup plus facilement qu'il y a 25 ou 30 ans, on peut effectivement, en tant que pasteur en tout cas, commencer peut-être à monter une liste de noms de structures qui peuvent aider et renvoyer, dire écoutez, voilà, j'atteins ma limite, c'est reconnaître que j'ai ma limite. C'est ça. Et de dire, écoute, mais peut-être qu'il faut imaginer d'aller vers là, quoi.
Ouais. J'imagine que avec ce que tu as vécu, Ben, il y a un tas de gens qui se sont tournés vers toi, naturellement, parce que ou des parents qui ont dit, mais help, au secours, on a un garçon ou une fille dans le même état que vous, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Et bien peut-être, certainement, tu vas pu dire, voilà, faites ci, cela, et voir après, peut-être aller voir un professionnel de la santé qui va aider à tel endroit, quoi. Première fois que je rencontre une personne, si elle ne l'a pas fait, c'est la chose que je fais. C'est-à-dire que je vais, là encore, je pense à un jeune qui vient, effectivement, je l'ai eu au téléphone, effectivement, il ne va pas bien, je dis, mais moi, je te vois plus, tu n'as pas vu un médecin entre-temps. Parce que ça sert à rien. Bah oui. Parce que si tu veux que ça aille mieux, il faut accepter d'aller dans tous les domaines. C'est essentiel. Je suis pas un médecin. C'est pas parce que j'ai vécu et comprendre ce que c'est la psychiatrie que je suis psychiatre. Poser un diagnostic, ça aussi, ça aide. Ouais. Ça aide trouver beaucoup de les dire mots les sur les choses. mots, quoi. Voilà. Bien sûr. Dire les choses, ça aide Bien beaucoup. sûr. Moi, je vais ensuite, on va passer à ça, mais je dirais juste aussi, tu le disais, mais l'accompagnement des parents, l'accompagnement de l'entourage, c'est ne pas rester on parlait de l'alcoolisme, ne pas rester dans un secret. Ça doit rester dans le secret. C'est mon mari qui a des problèmes et je vais l'accompagner au mieux, etc. Et non, je pense que l'accompagnant a besoin des fois aussi d'être accompagné, de se décharger, ne serait-ce qu'un ami, de juste dire, juste prie avec moi parce que c'est difficile. Juste ça. Rien que ça, je pense que c'est essentiel. C'est des endroits en fait où on peut évacuer la pression. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Sinon, on garde la tête sous l'eau constamment. Et à un moment donné, ça devient. Et après, on s'habitue au problème. On se courbature pour, stratégie d'évitement. Ouais. Donc, voilà, j'ai rendu dans un endroit où il y avait de l'alcoolisme et de la violence verbale et physique, et je sais que ma grand-mère, toute sa vie, elle a souffert de quelque chose où elle n'a jamais pu dire, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Maintenant si tu continues, je vais être obligé de me défendre et de défendre mes enfants. Et ça a eu des conséquences sur des générations. Ma maman, elle a vécu des choses difficiles et quand je la vois aujourd'hui, elle a encore des traumatismes qu'elle n'a pas évacués malgré sa conversion. Il y a des choses qui sont restées dans le mental, dans les fonctionnements. Mais à l'époque, qui aurait osé dire à une femme, dans les années 50, je parle, écoute, culturellement, prends tes clics et tes claques et tire-toi, parce que c'est ta meilleure façon de finalement de vivre, quoi, pour toi et pour tes enfants. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est bien différent aujourd'hui, mais des fois, on est parti à l'envers. Dès qu'il y a une difficulté, voilà, aujourd'hui c'est l'inverse. On dit l'inverse. Qui commence à boire, je prends mes clics et mes claques. Même si on n'a rien vu pour l'instant, bref. Mais c'est tout ce côté aussi où, voilà, dire écoute. Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Bref, on va passer à la suite. Oui. Parce que là, on a un témoignage de qualité, j'en suis sûr. On ne met pas des notes sur les témoignages, rassurez-vous. Mais je réfléchissais à ce tournage et je me disais, mais tiens, j'aimerais bien parler de l'anorexie. On parle souvent des maladies mentales, etc. L'anorexie, c'est pas souvent abordé. Et donc, on m'a soumis l'histoire de quelqu'un, une sœur de l'église, et je suis très content parce que je ne connais pas l'histoire. Je sais que c'est à propos d'anorexie puisque c'est moi qui l'ai sollicité, mais je ne connais pas l'histoire, donc je vais pouvoir découvrir avec vous aussi. Et on va accueillir Emilia, qui est avec nous ce soir. Hello Emilia. Bonsoir. Bonsoir Emilia. Bonsoir. On est ravis de t'avoir avec nous. Bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Sois à l'aise. Tu vas boire. Merci. Tu es tranquille. Oui. Alors le but du jeu, c'est d'être comme à la maison, comme chez moi. On va parler un peu de ton histoire, on va parler un peu de l'anorexie. Oui. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Emilia Nobrega, j'ai 45 ans, j'ai 3 filles, je suis mariée. Voilà, ça fait 5 ans à peu près que je fréquente l'église. Ok. Et voilà, je ne sais pas trop quoi. C'est très très bien. Alors, je vais commencer avec une question simple et belle. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Alors, ma tante fréquentait l'église depuis un peu plus d'une douzaine d'années. Ouais. Et puis, j'avais renoué contact avec elle et souvent, elle me reparlait de Dieu. Et étant jeune, mes parents allaient à l'église, on avait un petit peu baigné dans Dieu n'était pas inconnu pour moi. Mm-hmm. Après, moi, j'avais ma façon de croire. Je faisais ma petite prière le soir. Et voilà, mais je me questionnais toujours qui est Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui punit ? Est-ce que c'est un Dieu qui... Voilà, je ne connaissais pas Dieu du tout. Et
Et donc, à force de me parler, un jour j'ai fait un songe. Un mercredi, je fais un songe, et dans ce songe, une voix me disait « il faut que tu viennes là ». Et sans savoir, je savais que c'était lié à ma tante, c'était lié à l'église. Et sans mettre des mots dessus, je savais où est-ce que je devais aller. C'était comme quelque chose qui m'était inspiré. Et c'était pas vraiment une voix, mais c'était comme un ressenti qui me disait il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as compris? Parce que tu es en danger. Ouais. Tu es vraiment en danger, il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as compris? C'était vraiment très, très insistant. Et alors, j'étais un petit peu perturbée par ce rêve. J'en ai parlé à ma tante, je l'ai appelée. Je me suis dit, bon, elle est un peu plus proche de ces choses-là, je vais l'appeler et demander. Je lui ai dit, écoute, Tata, j'ai fait ce rêve-là. Et elle me dit, écoute, je la sentais un peu souriante. Elle me disait, moi, quand il m'arrive quelque chose comme ça, ou quand il y a des choses comme ça, ce que je fais, c'est que je prie. Et je demande à Dieu si ça vient de lui, et qu'il confirme si ça vient de lui. Bon, je me suis dit, oh, d'accord, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai prié. Et puis je me suis dit, bon, quoi qu'il en soit, dimanche, je vais l'accompagner dans l'église où elle va, et on verra ce qui va se passer. Et puis j'ai prié, rien ne s'est passé de spécial. Donc je me suis dit, bon, moi je me suis engagée à y aller, je vais y aller. Le dimanche, j'arrive, et là, c'était un bouleversement total, parce que quand les premiers instants dans l'église, c'était... je crois que j'ai tellement pleuré, et je ne savais pas pourquoi. Il y avait comme si plein de choses qui remontaient, et je pleurais, je comprenais pas, et j'essayais de cacher mes larmes, parce que je voulais pas que ma tante elle me questionne par rapport à ça. Et je comprenais pas moi-même, et puis voilà, et au fur et à mesure, donc mon mari m'avait accompagnée. Ce jour-là. Ce jour-là. Et dans la voiture, on était en voiture avec ma tante, et dans la voiture, il y avait un silence de... Nous, on avait pris une décharge, mon mari et moi, on a été vraiment... on avait vécu quelque chose de vraiment... on a été touchés. Et ma tante, je ne sais pas ce qu'elle a dû penser, elle a dû se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a dû penser. Et nous, en fait, on accusait le coup. Et moi, j'avais envie de retourner, je posais des questions, et j'avais besoin. Et c'était comme si j'avais soif depuis longtemps, et j'avais commencé à boire quelque chose, et qu'il fallait que je continue. J'avais tellement besoin, et je recherchais. Et donc, je suis passée par cette maladie, par l'anorexie. Et au fur et à mesure que j'allais, souvent... Donc, tu étais malade avant de venir? J'étais malade avant de venir. D'accord. J'ai commencé à être malade, j'avais 16 ans. D'accord. Et 16 ans et demi, à peu près. Ok. Et là, tu allais nous parler de la guérison, c'est ça? Oui. Alors, attends, mets-le, on va le mettre sur pause, cette partie-là. En fait, ça fait un peu partie de la conversion. Ça fait partie de ta conversion. Ah bah, voilà. Tu nous le raconteras à la fin, alors. Je ne vais pas l'oublier, cette partie. Donc, tu as été malade longtemps, alors? J'ai été malade 23 ans. Justement, oui, c'était ma question. Tu étais malade 23 ans de l'anorexie. Alors, peut-être pour expliquer, qu'est-ce que c'est l'anorexie? L'anorexie, c'est quand on prive son corps de nourriture. Et la moindre nourriture. Alors, il y a l'anorexie où on n'ingurgite plus rien du tout. Ou alors juste un minimum quand on se sent mal. Et il y a l'anorexie où le corps ne supporte pas d'avoir ingéré quelque chose. Donc le peu qu'on mange, on va le revomir. Et donc là, c'est le corps alors qui le sort, quoi. Oui, c'est parce qu'en fait, on ne supporte pas, parce que en fait, on ne mérite pas de manger. Et on se fait vomir, en fait. Oui, voilà. Moi, c'est ça. Le peu que je mangeais, j'allais le faire vomir, parce que je n'étais pas digne. Je ne me sentais pas digne de manger, d'être comme les autres, parce que j'étais pas... Okay. C'est une culpabilité de manger, quoi. Voilà, on se sent coupable de manger. Voilà. Tu te punissais. Mais c'est venu comme ça, alors, à 16 ans et demi? Du jour au lendemain, vous avez commencé... c'est venu suite à un drame. D'accord, ok. C'est venu suite à un drame, mais suite à ce drame-là, ça s'est installé. Et une fois que c'était là, ça me tenait. D'accord.
C'est-à-dire que ça m'accusait, ça me tenait. avant comme ce ça. drame, tu allais bien, tu étais une mangeuse normale, je dirais. Oui, j'aimais bien manger. J'étais même un petit peu rondelette. Voilà, j'étais une ado assez rondelette. Tu n'avais pas de difficultés liées à ça ou à la nourriture, etc. avant. Non, Style, pas envie de spécialement. maigrir pour être conforme Ah oui, à un c'est vrai. standard. Oui, enfin, envie de maigrir, mais sans avoir envie de faire Oui, des efforts. bien sûr. Une jeune de 16 ans, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Est-ce Comme un que, souhait. est-ce que dans ta famille, il y avait des antécédents, je dirais, liés à l'anorexie, la boulimie, des choses comme ça aussi ou pas? Je pense pas. Tu penses pas? Donc toi, c'est venu vraiment à partir de ce moment-là. Et c'est très intéressant de le mentionner parce que pour moi, il y a quasiment toujours des éléments déclencheurs, si ce n'est toujours des éléments déclencheurs qui nous font basculer, comme des fois certains diabétiques qui, suite à un choc, ont un Oui, oui, diabète oui, oui. qui est déclenché. Donc toi, suite à ce drame, ça a commencé, je dirais, ça a commencé comment? Est-ce que tu as tout de suite dit c'est de l'anorexie ou est-ce que tu as tout de suite dit il faut que j'aille voir un médecin? Ça se passe comment au départ? Non, je cachais. Mais c'était comme C'est si du déni. c'était comme une. Mais la première fois où toi-même, tu as pris l'initiative de dire je vais me faire vomir, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta pensée pour dire non, je vais me faire vomir? C'est que je me sentais sale d'avoir mangé. Je me sentais sale, coupable. Quelque chose, je méritais pas. Donc, je méritais pas d'être comme les autres. De vivre, t'allais dire. Parce que la nourriture, ça donne de l'énergie, ça donne Ah de oui, la c'est la vie. vie. Ouais, Bah oui. c'est ça. Quand si tu coupes la ressource, tu ne vis plus. Ouais. Quelle prison, hein. Mais ouais. Et donc, au quotidien, tu le vivais comment? Parce que est-ce que ton entourage était conscient de ça? Non, je Tu le cachais? Je le cachais. Donc, tu prenais les repas normalement? Oui, après, j'ai toujours été avec l'excuse que je mangeais pas beaucoup. Voilà. Parce que j'ai jamais. Je me goinfrais pas pour aller tout revomir. Je mangeais un peu parce que j'avais toujours peur de prendre trop. Parce qu'au fur et à mesure, quand on a commencé à arrêter de s'alimenter et qu'on commence à maigrir, on diminue. Donc c'est comme si on arrêtait petit à petit d'exister pour arriver à disparaître. En fait, Est-ce que certaines personnes anorexiques que j'ai pu rencontrer, elles étaient dans le il faut pas que je prenne 1 gramme en plus, faut pas que je. Est-ce que tu avais oui, ça parce qu'on aussi? est moins bien que les autres. Donc tu te pesais régulièrement? Je me pesais pas, je voyais ça avec les vêtements parce que j'avais pas de balance sous la main, mais je voyais ça avec les vêtements. Je m'examinais toujours devant le miroir. Après, il y avait les bêtises de mesurer les poignets, ces choses-là, de se regarder, de voir. Je prenais les tailles en dessous, des fois les vêtements des petites sœurs pour voir si j'arrivais à rentrer dedans. Et c'était comme des challenges. Et t'essayais d'arriver à ce challenge-là? Oui, à vraiment diminuer. Diminuer. Et personne ne s'inquiétait de vous, de votre santé, du développement que vous preniez dans votre physionomie À la longue, peut-être. à la non longue? Je pense que je pense que c'est difficile d'avoir à gérer quelqu'un comme ça. On parlait C'est de l'accompagnement lourd, hein. des Ouais, personnes c'est en ça, souffrance. c'est lourd, hein. C'est vraiment ça, automatiquement de dire il y a un problème, c'est l'avouer, je pense, quelque part, et de dire voilà, et puis que ça ouvre une porte et que la personne elle puisse continuer librement à faire tout ça, alors que là j'étais obligée de me cacher. Et puis quand ça venait à, il y avait des soupçons un petit peu, on essayait de me faire comprendre qu'on avait compris, je l'aurais caché par tous les moyens. J'ai fait ça pendant 23 ans, mon mari s'en est jamais rendu compte, j'étais enceinte, j'ai eu 3 filles, mes filles ne s'en sont pas rendues compte, personne ne savait. C'était un secret. Mais dans le cadre de, tiens, c'est intéressant, dans le cadre de la grossesse, Mais oui. une femme enceinte, elle mange un peu plus normalement. Comment tu le vivais ça? Je continuais, c'était pareil. Tu continuais? Oui, donc en fait, le bébé puisait tout ce qu'il avait à puiser dans mes forces à moi. Et quand vraiment je me sentais pas trop bien, alors je mangeais une orange. Je me disais bon, ça c'est acceptable. Il y avait des choses qui étaient acceptables et d'autres non, quoi. Est-ce que parce que moi ce que je vois, donc il y a la je mérite pas d'être nourri,
Et puis petit à petit, il y a cette dictature de ce à quoi je ressemble, d'être de plus en plus menu, d'être de plus en plus maigre aussi. C'est presque deux choses, alors qu'ils sont vraiment liées, hein, mais on arrive un peu à les séparer ensuite. Est-ce que tu t'es des amis, je pense que tu avais des amis, des gens avec qui tu discutais quand tu avais 16 ans, tu étais en contact avec des personnes. Pas les parents, pas la famille, pas cet aspect un peu autoritaire, les gens, les vis-à-vis. Avec eux, tu arrivais à parler de ça ou pas? Non. Pas du tout? Non. Oh non, j'étais enfermée. Et c'est une honte hein, aussi, Ouais. je pense. J'étais c'est enfermée, ça. je pouvais faire confiance à personne parce que si la personne à qui je le confiais était amenée à le raconter Eh oui. une fois, voilà. Donc est-ce que tu avais vu un médecin dans ton histoire? Alors j'ai essayé. Ouais. Un jour, j'ai appelé un psychiatre, j'ai pris rendez-vous et après je me suis dit, bon, maintenant tu as pris rendez-vous, ce que le psychiatre va faire, il va diagnostiquer ta maladie, tu vas être isolé de tes enfants, Mhm. Oui, c'est tu ça. vas être enfermé, on va te contrôler et ça, j'ai pas pu accepter, donc je suis pas allée. Mhm. Donc tu n'as jamais eu d'accompagnement professionnel? Non. De toute ta maladie? Ah oui, ça c'est rare quand même. Hein. Non. Ouais. Et je me demandais, et je me disais, cette question, elle revenait souvent, c'est fou parce que le corps, il est vachement résistant. Mhm. Il va résister jusqu'à quand? Mhm. Et ça revenait tout le temps. Et c'était comme si j'attendais qu'il se passe quelque chose de grave. Oui, parce qu'on devient plus fragile, hein, on se blesse plus facilement. Voilà. Tu travaillais en même temps à côté ou... Oui. En plus des enfants? Oui. Tu faisais quoi comme métier? Oh, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait de la restauration, j'ai fait un peu de donc tout. J'ai c'est fait physique, en plus, du hein. travail vraiment très très épuisant. Ah, aussi. La restauration? Ouais. Pour une anorexique, c'est compliqué, Ouais, ça. c'est- Ah oui, c'est compliqué. Ah ouais. Mais comment t'expliques le fait qu'à un moment donné, tu as dit je vais essayer d'appeler un psychiatre? Ça veut dire que tu t'es quand même dit j'ai besoin d'aide. Parce que j'étais enfermée, j'avais aucune porte de sortie, je me sentais vraiment comme dans un piège dans un trou, dans un gouffre, dans une prison. Emprisonné, ouais. Et j'avais besoin, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider, me trouver une solution. Mhm. Et de toute façon, de mes propres forces, j'y serais jamais arrivée. J'ai essayé Oui. tellement et tellement de fois. Mais tu vois, Nathalie, tu disais c'est rare. C'est vrai que l'accompagnement comme ça, le pas avoir d'accompagnement comme ça, c'est particulier. Mais faut savoir que l'anorexie, c'est souvent déjà chez les jeunes filles Oui, en plus priorité souvent. Mhm. et qui sont dans l'âge de l'adolescence. Donc en général, on essaye de l'accompagner assez tôt. Aujourd'hui, la plupart des personnes que je vois là-dedans, c'est des jeunes filles. Oui, c'est ça. Elles n'ont pas la pression il y a les enfants, il y a C'est ça. elles ont Il y a l'école. qu'elle, il y a qu'elle. en fait. Il y a qu'elles, c'est ça. Mhm. Et donc, moi, je comprends, je peux même dire, je comprends la pensée de dire, bah, attends, on va m'enlever mes enfants, etc. Mais c'est sûr. C'est Ça, encore plus. C'est horrible. La pression est de- encore plus grande. Hein. Jean-Marie, tu voulais intervenir? Oui, mais On t'entendait après pas je depuis suis. avant, hein. Oui, mais parce que J'aimerais je s'il suis vivait très. encore. Oui, je suis là. Mais je suis très en attente de savoir. Je maintiens le suspense. Je veux d'abord comprendre. De savoir comment ça. On fasse un vrai constat pour qu'on glorifie comment encore ça mieux le s'est Seigneur. fini. Ah, là, tu carrément. Oui. Ah, d'accord, vraiment, tu veux savoir. Ah oui, Non, mais oui, c'est je veux vrai savoir. que Je veux savoir. C'est à la fois très très mystérieux. Parce que moi, c'est un mystère qu'on ne puisse pas manger, ou qu'on puisse être. Je veux dire, moi, c'est l'inverse. Moi, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour ne pas manger. Donc, c'est ce côté-là. Et deuxièmement, cette notion d'enfermement mental dans une prison invisible et que personne ne voit. C'est ça qui m'étonne. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être aussi maintenant, aujourd'hui, on est plus sensibilisé, on peut avoir, je dirais, on peut soupçonner plus vite les choses et aider les gens mieux. Et tant mieux si c'est le cas. Mais c'est vrai que de se dire, vous avez un mari qui n'a rien vu. Non, parce que je cachais bien, je savais Les médecins qui n'ont rien vu. Je pense que des fois, on a peur de mettre la main dans l'engrenage de quelque chose. Ouais. Comme je disais, quand on pose un diagnostic, c'est le début de la vraie histoire.
Et des fois, on ne veut pas voir la vraie histoire. Parce qu'on Bah oui, sait que c'est un c'est engrenage derrière de plein de choses à prendre comme décision. Moi, ce qui me paraît un peu mystérieux, c'est que c'est une forme c'est un peu une forme de suicide, de suicide pas tout à fait décidé, mais on essaye de s'infliger à soi-même un espèce de suicide passif, quoi, quelque chose comme ça. Et bien sûr, le suicide, c'est quelque chose de terrible, mais j'ai de la peine à comprendre comment le psychisme de quelqu'un peut recourir à cette solution-là, quelqu'un qui voudrait se suicider. J'ai de la peine à comprendre pourquoi il recourt à cette solution-là, l'anorexie, alors qu'il y a d'autres moyens, plus, je sais pas comment dire, plus efficaces, moins souffrants, etc., plus radicaux, quoi. Après, je suis très content de tous ceux qui choisissent des voies qui, justement, après leur permettent de trouver des issues. Mais c'est cette espèce d'ambiguïté, de dualité à la fois entre je veux pas vivre, et en même temps, je veux quand même pas tout à fait mourir, quoi. C'est ce côté mais je pense ambigu, quoi. Je pense qu'un drame fait que quand quelque chose comme ça se passe, t'es déjà un peu entre la vie et la mort. Et je pense que c'est un peu c'est un peu ce qui se passe quand t'es anorexique, c'est que tu restes dans ce statu quo entre la vie et la mort. Moi, j'ai même rencontré des personnes, et c'était intéressant l'exemple que tu disais, rentrer dans les pantalons de mes petites sœurs, et qui étaient dans ce schéma psychique aussi de l'anorexie, et qui voulaient garder un stade presque, je dirais, enfant, pour pas affronter. Mais moi, le psyché, je trouve ça incroyable, hein, la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Justement, là-dessus rebondir. Vous parliez avant de la psyché, du corps, qui a des ressources incroyablement sur la longue durée, et qui se maintient en vie malgré toutes les privations qu'on lui impose. Il y a un excellent livre de Viktor Frankl, qui était un psychiatre en New York, mais qui avait été interné à Auschwitz, et qui était déjà à l'époque psychiatre en Allemagne, et qui a accompagné avec ses co-détenus. Il vivait des moments de privation intense, notamment au niveau alimentaire, notamment au niveau de l'espérance, pas d'espoir, pas de machin, mais qui a justement étudié le phénomène de cette capacité qu'a le corps de résister. Comment il s'appelle, le livre ? J'oublie le nom du livre, mais je peux te le retrouver. On va dire voir l'auteur. Viktor Frankl. Victor Frankl. Ah bah tu me donneras le livre. C'est un excellent livre. Puis on le mettra dans la description de l'émission. C'est vraiment excellent parce que il décrit tout à fait ce que vous avez dit. Une phrase. J'étais étonné du corps qui résiste tellement longtemps et qui finalement surmonte des privations. C'est impressionnant. Il y avait notamment l'histoire d'une maman qui était enceinte dans un camp. C'était le camp d'Auschwitz, si je me trompe pas, qui a accouché dans le camp. Elle était enceinte, mais on ne voyait même pas, on ne voyait rien du tout, tellement elle était privée de nourriture. Elle a accouché, et forcément, elle ne pouvait pas allaiter, tellement elle était dans la privation. C'est les femmes les co-détenus qui lui donnaient un petit morceau de pain en plus. Elle faisait de la bouillie, elle nourrissait le bébé comme ça. Le bébé était attaché à elle, les soldats ne l'ont jamais vu, ce bébé. Et c'est le jour de la libération du camp que le bébé a pleuré pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle travaillait et n'entendait pas. J'ai entendu la vieille grand-mère maintenant qui était ce bébé-là. Elle a dit, dans ma vie, je suis née 2 fois. Oui, c'est le jour où j'ai pleuré, je suis née la 2e fois. Oui. Incroyable, je suis complètement d'accord. Le psyché a une puissance extraordinaire. Donc, Emilia, comme tu disais que tu n'as pas eu de suivi médical, je suppose que tu n'as pas eu de traitement aussi lié à ça. Non. Est-ce que tu sais si des traitements existent ? Je sais pas. À mon avis, c'est par un psychiatre, et puis. Et puis on coupe de la famille. Voilà. C'est souvent ça. Voilà. Il faut couper de la famille parce qu'il faut trouver le problème à la source. Parce que c'est comme. Moi, je sais que ce que je ressentais, c'était aussi un appel au secours. Alors j'avais peur qu'on me découvre, mais quelque part j'aurais eu besoin qu'on me dise tu fais ça.
mais c'est pas grave, on va t'aider. Oui, c'est une peur et un souhait en même temps. C'est une peur et un souhait. Et la peur qu'on me découvre, c'était la peur justement qu'on me découvre que tu as fait quelque chose de grave, les accusations et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je voulais pas qu'on me découvre. Ouais. Donc je gardais secret. Et j'étais habile, hein, j'étais devenue vraiment habile. Il n'y a qu'avec moi qu'il y avait cette bataille-là où je me disais, mais t'es une menteuse. Parce que tu mens aux gens, tu fais croire que tu vas bien, mais tu vas pas bien. Et alors je regardais les gens et je me disais, je les enviais parce que je me disais dans leur vie, eux, ils vont bien, et tout va bien. Et moi, j'ai ça. Et en même temps, c'est ce qui est triste, c'est que finalement, toute ta vie tourne autour de ça. Oui. Est concentrée sur le fait de on ne doit pas me découvrir, et puis, Voilà. puis je dois me faire vomir, etc. quoi. Et j'ai entendu déjà des témoignages de personnes anorexiques qui me racontaient que aussi le pouvoir de maîtriser, de contrôler son corps était jouissif. Ah, mais chez certains, je pourrais même parler d'addiction. Hein. Une vraie addiction au fait du besoin de se faire vomir, qui est vraiment de l'ordre addictif, parce que avec cette décharge que ça déclenche derrière. Comment tu... Bon, on va arriver quand même sur Non, mais là, il nous faisait attendre, mais on peut mais pour moi, c'est... je vous explique. Pour moi, c'est important qu'on comprenne Mais on est d'accord, mais... la gravité de la chose pour dire à quel point il est extraordinaire. Bon, on comprend bien que là, c'est sans issue, en tout cas toute seule. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois aujourd'hui avec nous? En fait, simplement, je suis venue. J'ai répondu à ce songe. Ce songe, c'était un appel. Ouais. Ah ouais. Et cet appel, donc je suis venue, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à vraiment à vouloir m'attacher. Et je me suis dit, là, maintenant, non. J'ai lu les livres de Papa Jean. Et pendant la lecture des livres de Papa Jean, c'était comme si, au fond de moi, on me disait, bon, arrête, c'est bon, là. Tu vas pas non plus... voilà, tu vas pas t'accuser 150 ans pour des choses. Voilà, c'est passé, c'est passé. Et je disais, non, maintenant, aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le point, c'est la frontière. Ça va s'arrêter ici. Il y a quelque chose qui va commencer, mais ça va être autre chose. Et je vais affronter tout ça. Et alors, je suis passée par des moments terribles, parce qu'il y avait cette lutte. Et suite à ça... Cette lutte pour pas te faire vomir, c'est ça? Non, même Cette pas. lutte en toi-même? Cette lutte en moi-même, d'affronter la chose. d'affronter, Ouais, de d'accord. continuer, de vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer, tout en oubliant. Et petit à petit, j'oubliais cette maladie, alors que c'était... Pour moi, c'était impossible. 23 ans, Ouais. c'est là. Hein. C'est mon identité, c'est moi. inscrit, ouais, c'est installé, quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Attends, moi j'essaie de comprendre. Concrètement, petit à petit, t'oubliais que mince, il faut que j'aille me faire vomir. Non, je pouvais plus le faire. T'arrivais même plus à le faire. Je pouvais plus le faire. Parce que j'avais découvert, je commençais à découvrir Dieu et je me disais, non, il m'a créé. Et il faut que je respecte ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus. Et petit La à révélation de Dieu La qui t'amène. révélation. petit, petit à petit, j'ai arrêté. Oui, c'est devenu antinaturel. Voilà. Ouais. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, parce que j'arrivais pas à y croire en fait. Et je me suis dit, maintenant ça fait quand même 3 mois là. 3 mois que plus une seule fois ça m'est arrivé. Alors que c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Wow. C'était tout le temps. Et là, en fait, c'est comme si mon cerveau s'était déconnecté de la réalité pour me dire, fais un point là. Fais un point, c'était arrivé et c'est là, c'est à toi, maintenant c'est ça. Et je me suis dit, mais je lui avais pas demandé. Parce que moi, je me qualifiais comme ça faisait partie de moi. Ah oui. Est-ce que tu en as... Donc, au travers de ça, tu as rencontré le Seigneur, mais est-ce que tu en avais parlé à ton mari, du coup? Oui, après, j'en ai parlé. Après? Oui. Donc, pas pendant le processus? Non. Donc, jusqu'au Non. bout, tu n'as rien dit? Ah non, jusqu'au bout, j'ai vécu ça. Ça, c'est quand même J'ai impressionnant. vécu ça seule, c'était dur. Et il y avait des moments où je me suis dit, là, maintenant, j'affronte qui je suis, ce que je suis. Et c'est comme si je me voyais, et je voyais l'horreur que Dieu voyait quand il voyait le péché. Et je me suis dit, mais si on n'a pas Dieu, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, là, une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de retour.
Bon, je pense que c'est parce que tu as la tête vraiment très dure que le Seigneur il t'en a sorti comme ça. Je ne peux que encourager les gens quand même à parler et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que vraiment ils se disent oh non mais Emilia il faut que j'y aille quand même là mais effectivement je pense qu'en parler c'est extrêmement important. Je comprends la prison mentale que c'est d'ouvrir en fait sur toutes les saletés qui sont là, mais je pense que c'est vraiment important. Est-ce que tu as dû remonter à ce qui avait été au départ l'origine de ce drame-là qui a bloqué tout ça? Est-ce que tu as dû remonter à ça, le voir avec Dieu, en parler avec Dieu, ou est-ce que ça a été réglé de soi-même par ta conversion, ou est-ce que tu as dû faire un travail avec ça? Non, ça j'en ai parlé. J'en ai parlé avec un pasteur parce que je savais très très bien que tout avait commencé avec ça. Tu étais consciente de l'élément déclencheur, mais l'élément déclencheur n'empêche en rien. Souffrance. Ouais, c'est ça. Pour moi, au bout de 23 ans, il y a l'élément déclencheur. Et après, il y a les 23 ans de... C'est ça. Après, j'acceptais parce que c'était comme si je méritais. Après, c'était installé. Ouais. Est-ce que... ça fait combien de temps maintenant que du coup, tu n'as plus fait tout ça? C'est fini? Depuis avril 2016. Depuis avril 2016, ouais. Wow, c'est magnifique. Tu arrivais donc rapidement. Presque 6 ans. Ouais. Bah oui, je suis arrivée et vraiment, quand j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, c'est moi qui ai mis un temps à me rendre compte parce que je pouvais croire que Dieu pouvait guérir les autres. Mais moi, j'avais pas besoin, je pouvais gérer. Comment quand tu l'as annoncé à ton mari, c'était quoi sa réaction? En fait, il était étonné parce qu'il était à 100 000 lieues de croire que je vivais ça. Parce que c'était mon problème. Tes filles, tu leur en as parlé aussi, je suppose. Oui. Tu as notamment une fille qui va avoir 15 ans mardi, si je ne me trompe pas, qui est avec nous en off, vous ne la voyez pas derrière les caméras, mais qui est à peu près l'âge où ça a commencé. Qu'est-ce que tu souhaites peut-être pour les jeunes filles qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire après 23 ans de recul? En fait, peu importe comment ça arrive, il ne faut pas s'accuser. On a des parents. Si les parents sont à l'écoute, il faut en parler. Si c'est un problème, il faut en parler. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Ou un ami, ou quand c'est difficile dans la famille, ou un ami. Et après, il ne faut pas avoir peur de ce que ça va déclencher. Mais je vais te pousser justement un peu dans ces retranchements, parce que là, nous, on aurait eu tous envie de te dire ça si on l'avait su quand tu avais 16 ans. On aurait tous dit ça. Mais tu nous aurais dit, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Maintenant que tu as vécu l'expérience c'est pas impossible, il m'en a sorti. En fait, j'aurais peut-être pas vu ça comme ça, parce que ce qui me manquait dans ma vie, c'était connaître des gens qui avaient été impactés par Dieu, et ça, moi, je connaissais pas. Et j'avais besoin de ça. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et tant que j'avais pas connu des gens qui transportaient la présence de Dieu, pour moi, tout était vide. À quoi bon le raconter aux gens qui ne pouvaient pas m'apporter des solutions de C'était 20, d'accord. Voilà, c'était. Alors que si on m'avait dit, tu sais, moi je suis passée par là, ou simplement témoigner. Moi je suis passée par là, il y a des solutions. Rien que de savoir ça, je me serais dit, oh. Je suis pas seule. Voilà, déjà. Je termine avec une dernière question, Emilia. Est-ce que ta vision de toi-même a évolué depuis que tu as été guérie? Ton regard sur toi-même? Oui. Oui, merci. Bon, on va continuer. Je pense que oui. Je pense que Dieu m'a créé parce que et qu'il m'aime. J'ai mis longtemps à accepter ça, que j'étais quelqu'un qui pouvait être aimé, qui était aimable. Et voilà, accepter ça m'a fait du bien et continue à me faire du bien. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à manger, à prendre du plaisir. C'est parce que je le méritais. Et parce que lui avait décidé que moi, je le méritais. Moi, j'ai une question quand même. C'est quoi le plat favori que vous avez aujourd'hui? J'ai déjà j'aime le coup de l'or, alors on vous écoute avec plaisir. J'aime beaucoup de choses. Et pendant ta maladie, tu faisais la cuisine pour la famille, j'imagine. Oui. Ça aussi, c'est waouh. En fait, c'est de se pousser dans des limites. Hein. Ah oui.
C'est jouer avec ça tout le temps. Hein. Moi, je termine avec une dernière question que j'ai, où j'aurais bien voulu savoir, est-ce que le fait que maintenant tu passes par ça, etc., est-ce que tu es plus attentive, par exemple, à tes filles, à tous ces sujets-là? Comment tu le gères? Parce que en même temps, c'est des âges où on se pose des questions. Comment tu gères ça? Oui, je suis plus attentive parce que justement, il y a quand on est jeune, quand on est ado, il y a des paroles qui peuvent blesser et amener à ça. Et même toi, est-ce que depuis que tu es guérie, ça t'est arrivé de dire ah là quand même, j'ai pris un peu de poids ou ces réflexions, j'ai jamais été anorexique, donc ça m'arrive de me le dire. Est-ce que toi qui as été guérie, tu as encore des réflexions comme ça? J'ai envie de dire tous les terriens à qui ça peut arriver de se dire ces choses-là ou plus du tout? Si, ça peut m'arriver, mais après c'est pas dramatique. Ça te fait pas sombrer quoi? Non, c'est pas grave. Je me dis je me suis fait plaisir et puis voilà. C'est bien. Voilà, ça m'a fait du bien. C'est que je me culpabilise plus. Ouais, je me culpabilise plus. Est-ce que j'ai le droit de poser un Tu as levé le doigt. S'il vous plaît. C'est une question par rapport dans les milieux évangéliques. Il y a quelques dizaines d'années, 2-3 dizaines d'années avant, tous les cas un petit peu d'anorexie, on les traitait, enfin on les analysait, on les appréhendait comme des problèmes spirituels, c'est-à-dire liés à l'influence d'esprits méchants. Donc tout ce qu'on aurait essayé de faire il y a 40 ans en arrière avec quelqu'un qui était anorexique, on se disait c'est un mauvais esprit qui est dans la personne ou sur la personne, enfin qui est etc. Et il faut chasser ces mauvais esprits. Donc tout ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait essayé de la délivrer de mauvais esprits. Bon, ce qui fait qu'on si c'est pas le cas, on ajoute encore à la personne un problème supplémentaire. On lui en crée un supplémentaire. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, quand tu t'es converti, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu ce sentiment, cette compréhension que quelque chose que des entités spirituelles, des mauvais esprits auraient aidé, procédé, influencé à ton état, et que par ta conversion ils sont partis? Est-ce qu'il y a eu des expériences à un moment, quelque chose comme ça, ou pas du tout? Ce que j'avais l'impression, c'était comme constamment des accusations. Alors je sais pas si ça peut être. Tu n'as pas eu un moment, je veux dire, tu n'as pas eu un moment, une expérience un jour où tout d'un coup, le sentiment que quelque chose est sorti. Que quelque chose est sorti de toi, ou des choses comme ça. Non, j'avais juste l'impression d'avoir une énorme blessure. Oui. Et que il n'y avait pas de pansement pour ça. Quoi. Non, mais je dis ça parce que je pense que dans certains, beaucoup moins maintenant, mais pendant longtemps, toute cette question toutes ces questions comme ça étaient vues uniquement sous ce prisme-là. Et là tu peux même l'élargir à toutes les maladies psychiques. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas vrai quelquefois. Oui, mais comme certains ont d'autres maladies. C'est ça. Mais on en faisait une espèce d'automatisme, de loi, de règles. C'est dans l'analyse, c'était comme ça. Ça égale ça. Et ce qui fait que au lieu d'aider les gens dans ces cas-là, on leur collait un on peut que encourager ce genre de remarques. Si ça part pas tout de suite, ça veut dire que voilà. Oui, ça veut dire qu'il y a des péchés cachés, ça veut dire qu'il y a. Ce qui est beau, c'est de voir que c'est l'amour de Dieu qui vous a libéré. Ah oui. C'est ça. C'est très bien, c'est l'amour de Dieu inconditionnel qui vous aide tranquillement. C'est ça. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et vraiment, je me suis dit, plus jamais Magnifique. Voilà ce que j'ai trouvé, plus jamais je le laisserai. C'est fini, quoi. Je veux ça. Et 23 ans réglés en 3 mois, ça va quand même. Hein. Oui, mais c'est beau aussi. C'est magnifique. On est souvent attentif à des choses qui se passent de manière immédiate, sur l'instant, c'est fini. Et puis là, c'est quelque chose qui s'est passé en douceur, mais en profondeur.
profondeur Ouais, et qui finalement a rendu la liberté à... Ouais. J'ai oublié le prénom. Voilà. Emilia. Voilà. Ah, c'est Excusez-moi. l'âge, ça. Oh là On peut là, accompagner les personnes. le petit jeune. Non, c'est peut-être qu'il lui manque de manger un peu. C'est ça. On rentre, alors. On va prier ensemble. Oui. Ça marche. Et puis, tu sais quoi, Nathalie? Est-ce que tu veux Oui. bien prier? oui. Et puis Ah après, oui, on se avec dira au plaisir. revoir. Merci Ouais. beaucoup, Merci, Emilia. Reste Emilia. avec nous pour prier. Excellent. Oui. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Quand j'écoute le témoignage d'Emilia, je vois combien ton amour comble, Seigneur, comble au-delà de ce qu'on peut espérer. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui souffrent en ce moment puissent avoir un contact avec toi, puissent te toucher, Seigneur, puissent toucher le bord du vêtement comme dans les évangiles, on peut Oui. le lire. Seigneur, un contact, un mot de toi et tout change. Oui. Seigneur, aie pitié de toutes ces âmes qui souffrent autour de nous. On a parlé de la souffrance, on a parlé de la prise en charge. Que tu puisses aussi, Seigneur, pour nous qui allons bien, avoir, c'est vrai, ce goût de la compassion pour ceux qui souffrent. Merci, Seigneur, que dans ton Église, on puisse dire que c'est une Église où on aime les gens et on prend soin des uns et des autres. Vraiment, je te remercie pour le témoignage d'Emilia, pour la portée que ça aura pour beaucoup de jeunes filles, que je te demande, Seigneur, de toucher en ce moment même. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.